Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Les préfets, maires et acteurs de lutte contre les conséquences de la transhumance agro-pastorale sont en atelier à Abomey-Calavi. Nous en parlerons dans ce journal. Les Baréas battus à domicile par le Bénin cet après-midi par 1-0. Un match qui entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hors de nos frontières, plus de 70 lycéens ont été enlevés hier dans le nord-ouest du Nigeria. Les autorités ont pris des dispositions pour sécuriser la zone. Voilà pour le sommaire. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, les préfets, maires et acteurs de lutte contre les conséquences de la transhumance agro-pastorale sont en atelier à Abomey-Calavi depuis ce matin. Ils échangent sur les différentes mesures indispensables pour une sédentarisation réussie. Compte rendu juste d'Infodi. Au cours de ces échanges, les participants vont valider le document élaboré par le comité mis en place par le chef de l'État. Un document qui porte sur les principales sources de conflits que sont les disponibilités de ressources. Nous savons que tout ça repose sur la disponibilité des ressources pastorales, la disponibilité en eau et aussi la dynamique de concertation qui existe ou n'existe pas entre les différents acteurs. Une rencontre qui est destinée à renforcer les mesures prises par le gouvernement pour une collaboration pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Le gouvernement a décidé de subventionner à 50% l'aliment bétail pour limiter la mobilité du troupeau. Donc si les éleveurs peuvent aller acheter l'aliment bétail qui est à coût réduit, les animaux seront bien nourris et les dégâts dans les champs vont être également réduits. Selon le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, les autorités locales seront évaluées aussi sur la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la transhumance dans leurs communes respectives. La saison prochaine de transhumance va mieux se dérouler que ce qu'on a connu il y a 2 ans, il y a 3 ans, même ce qu'on a connu l'année passée, puisque les élus sont de plus en plus conscients de leur rôle par rapport à la quiétude dans leur terroir. Et je pense que le ministre de la décentralisation l'avait dit la dernière fois, ça va même être pris en compte comme critère d'évaluation de la réussite d'un maire ou de l'échec d'un maire. Chaque année, affirment les acteurs, des dizaines de pertes en vies humaines sont enregistrées au Bénin avec des destructions de cultures et d'abattage d'animaux à cause des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le Conseil des ministres s'est tenu hier, le premier après le retour des vacances du gouvernement. La vaccination contre la COVID-19 est désormais obligatoire pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant, administratif, des formations sanitaires publiques et privées et des officines pharmaceutiques. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres. On fait le point avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbwedi. Démolition d'une partie des immeubles de la berge lagunaire sud-ouest de Cotonou dans le cadre de la reconstruction du marché de Ganhi. Organisation d'un test de sélection complémentaire d'aspirants au métier d'enseignant au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le Conseil a autorisé l'organisation, le 11 septembre 2021, de ce test de sélection complémentaire de 2328 aspirants en vue d'assurer une couverture optimale des besoins pour l'année scolaire 2021-2022, notamment au terme de l'article 66 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l'État peut rendre obligatoire certains vaccins pour une frange de la population. C'est pourquoi, en vue d'assurer la sécurité sanitaire des agents de santé et des professionnels impliqués dans l'offre de soins, ainsi que celle des patients qu'ils sont amenés à soigner, sachant par ailleurs que la COVID-19 les expose particulièrement à des niveaux de risque jamais atteints auparavant, le Conseil a décidé de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant, de même que pour le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées,
comme pour le personnel des officines pharmaceutiques. Une autorisation des cérémonies d'inhumation pour des rassemblements n'excédant pas 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'au moins 1 mètre entre elles. Recommandation de la vaccination à toute personne âgée de plus de 18 ans, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés avant la rentrée des classes, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les taxis-motos, toute personne entrant ou sortant du territoire national. Suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19, des rencontres telles que les réunions, ateliers, forums, séminaires, etc. sur le territoire national. Enfin, l'accès à tous les regroupements autorisés est assujetti à la présentation d'un pass vaccinal valide. En point 4, des dispositions urgentes de lutte contre la grippe aviaire identifiées dans des exploitations avicoles de certaines localités au sud du Bénin. La présidente d'honneur du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, est nommée présidente de l'Institut national de la femme, une décision du Conseil des ministres d'hier. Après sa nomination, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, dans ses premières impressions livrées à un quotidien, a laissé entendre, je cite, « Je prends conscience de l'immensité de la tâche et je reste convaincu que nous saurons déployer toutes les énergies nécessaires afin que le chef de l'État ne regrette pas le choix porté sur ma personne. » Fin de citation. Parlant toujours de l'Institut national de la femme, le secrétaire adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Goumbedi, au cours d'une conférence de presse, est revenu sur les spécificités de l'Institut national de la femme dans sa nouvelle version. Plus de précisions dans cet élément que nous propose Clémence Tonoukoua. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est créé en Conseil des ministres du mercredi 21 juillet dernier. L'organisme a pour mission essentielle de contribuer à promouvoir les droits des femmes. Qu'est-ce qui différencie le nouvel institut de l'ancien, connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion de la femme? Suivez la réponse de Wilfrid Léandre Goumbedi, secrétaire général, adjoint et porte-parole du gouvernement. Ce qui change fondamentalement, c'est que l'Institut dispose désormais d'un fonds d'assistance aux victimes, mais aussi et surtout d'un secrétariat exécutif qui va être au quotidien en charge de l'étude et de la gestion des dossiers. Et puis, le plus important, l'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Au regard des prérogatives qui sont attachées à l'Institut, vous comprendrez bien que les victimes, désormais, auront au moins une structure à laquelle s'adosser. Si après elles font l'objet de représailles, cela s'analyserait également en termes de violence ou de discrimination d'une manière ou d'une autre, et l'Institut sera encore présent à leur côté. Dans tous les cas, le chef de l'État a dit qu'il faut promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation, et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. C'est aussi cela, la pédagogie qui va avec le rôle assigné à l'Institut dès que ses responsables seront nommés, vous verrez. Et en attendant, le conseil d'administration a déjà été mis en place. Vous avez suivi avec le dernier conseil des ministres. Il y a 5 personnes au conseil d'administration et je peux vous dire qu'il y a 4 femmes pour un homme. Ce qui traduit bien la volonté du gouvernement d'en faire un organe véritablement dédié à la femme. Une note sportive dans cette édition, les écureuils du Bénin ont affronté cet après-midi les Baréas de Madagascar, un match qui s'est soldé par la victoire des écureuils, 1-0. Une compétition qui entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hors du Bénin, à présent, plus de 70 lycéens ont été enlevés hier dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré le porte-parole de la police de l'État de Zamfara dans un communiqué
Les autorités ont donc imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit, tandis que les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées, a précisé à l'agence France Presse le ministre de l'Information de l'État, Ibrahim Dossara. Après leur départ de Kaboul, les troupes américaines ont laissé du matériel en état piteux. Les talibans, tentent d'y remettre de l'ordre. Suivez le reportage. Cela fait à peine une journée que les troupes américaines sont parties et que les talibans ont pris le contrôle de l'aéroport de Kaboul. Nous avons pu nous promener dans les différents hangars, les différentes sections de l'aéroport et c'est un vrai désastre. Le désordre est partout. Tout est pratiquement détruit, y compris la partie civile de l'aéroport. Les talibans et les autorités sont en train de retirer tous les fils barbelés, toutes les ordures, toutes les munitions non percutées. Beaucoup d'obus de mortier, de grenades, de cartouches. Nous avons également pu voir tous les véhicules militaires, les hélicoptères, les avions à réaction abandonnés par les États-Unis, y compris un des hélicoptères Black Hawk laissés sur place après l'évacuation. Les États-Unis ont déclaré que tous les avions avaient été sabotés et nous pouvons en voir des signes évidents. Les fils, par exemple, ont été coupés. Il y a plusieurs blocs électriques qui manquent et beaucoup d'équipements électroniques qui traînent près du hangar. De toute évidence, un marteau ou quelque chose du genre a été utilisé. Nous nous sommes également rendus au terminal civil où nous avons constaté que tous les ordinateurs ont été détruits, les caméras éteintes, les lumières, même les tableaux de départ et d'arrivée ont été renversés et détruits, brisés. L'aéroport, tel que nous le voyons maintenant, est hors service. Ce sera impossible de le rouvrir pour des vols civils dans un avenir immédiat. Mais comme je l'ai déjà dit, les armes que nous avons vues, la plupart des armes, des véhicules lourds, comme ceux qui sont derrière moi, ont été sabotés et détruits. Là, nous voyons des cages pour chiens. Il y a eu une grande polémique en ligne sur les chiens abandonnés par les militaires américains. Bon, oui, les chiens ont été abandonnés. On ne les a pas évacués, mais ils n'ont pas été enfermés dans les cages quand les talibans sont arrivés. Les dernières troupes américaines les ont libérés en quittant l'aéroport. Seules des cagettes alimentaires ont été laissées ouvertes pour les animaux. Quand les talibans sont arrivés, ils ont vu ces chiens qui couraient partout dans l'aéroport, mais ils n'étaient pas agressifs, ils étaient apparemment désemparés. Ce qui présente une version différente des événements décrits par la presse britannique qui insistait sur le fait que les talibans les avaient condamnés à mort. Non, ils nous disent qu'ils ont attrapé certains chiens, qu'ils vont attraper les autres et les remettre au service de l'armée. Ironie du sort, les chiens de l'armée américaine servent désormais les talibans. L'Union européenne souhaite éviter une grave crise migratoire. Ses dirigeants se retrouvent aujourd'hui en Slovénie. Ils redoutent une vague similaire à celle de 2015 liée au conflit syrien. Mais les 27 vont devoir s'entendre sur la ligne de conduite d'une tâche qui s'annonce aussi difficile. Comment aider les Afghans menacés dans leur pays tout en évitant un afflux migratoire en Europe? Cette question préoccupe les dirigeants des 27 réunis ce mercredi à Bled en Slovénie. Pour y parvenir, l'Union européenne entend soutenir l'accueil des réfugiés, non pas sur son propre continent, mais dans les pays voisins de l'Afghanistan. Je pense que l'élément clé est de maintenir la pression aussi près que possible de l'Afghanistan, ou plutôt de lever certaines charges de l'intérieur vers les pays voisins et d'établir un dialogue étroit avec eux pour contenir la situation avec une faible intensité de vagues migratoires potentielles. C'est essentiel parce que, ce qui est absolument clair, plus personne ne dira dans l'Union européenne « nous pouvons le faire ». C'est le changement stratégique et c'est pourquoi tout le monde se comporte de la même manière. Budget envisagé par Bruxelles, 80 milliards d'euros entre 2021 et 2027, notamment pour aider le Pakistan et le Tadjikistan.
Car ce qui effraie l'Union européenne, c'est bien d'être submergée par une vague migratoire comparable à celle qui a suivi le conflit syrien. Rien qu'en 2015, plus d'1 million de migrants sont entrés sur le vieux continent, d'après l'Organisation internationale pour les migrations. Pour éviter que cela ne se répète, les pays membres devront parler d'une seule voix. La coordination, c'est peut-être la principale difficulté dans ce dossier, de l'aveu même du Premier ministre slovaque. Nous venons de terminer une évacuation réussie dans une certaine mesure. Et maintenant, il est important de parler de l'impact de toute cette instabilité en Afghanistan. Je pense que ce sera un sujet très important d'avoir une approche commune. Et cela risque d'être très difficile. Car depuis la crise syrienne, l'Union européenne n'est pas parvenue à s'accorder sur une stratégie commune d'accueil des réfugiés. Emblème de cette confusion, la refonte du pacte sur la migration et l'asile, initiée par la commission von der Leyen, est à l'arrêt depuis 1 an. Faute de s'entendre sur les conditions d'asile à l'intérieur de leurs frontières, les 27 s'orientent donc vers une coopération avec des pays tiers. Une nouvelle stratégie vue d'un mauvais œil par les ONG. Ce mardi, Oxfam, entre autres, leur reprochait de se laver les mains de leurs obligations internationales. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et à demain.